Bienvenue, aujourd'hui on part pour une promenade virtuelle dans un des joyaux du musée de l'Ermitage, sa collection de peintures hollandaises du XVIIe siècle. C'est immense, bien sûr, mais notre attention va se porter sur un lieu bien précis, un cœur battant, la salle Rembrandt. Absolument. C'est un point d'attraction majeur. Exactement. Mais attention, on ne va pas se focaliser uniquement sur le grand maître lui-même. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un phénomène qui l'entoure, son école. Oui, cette fameuse école Rembrandt. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qui étaient ces artistes? Et comment l'Ermitage, avec ses collections exceptionnelles, nous aide à comprendre ça? On va s'appuyer justement sur les analyses du musée lui-même. Tout à fait. Notre but, c'est de décortiquer ce concept d'école. Ce n'était pas juste apprendre une technique, hein. C'était une question d'influence, de réputation et, on va le voir, même de business. Ah oui? Oui, on va regarder comment le style de Rembrandt s'est diffusé, comment ses élèves se le sont appropriés, parfois avec beaucoup de talent, et comment les œuvres de l'Ermitage illustrent parfaitement cette dynamique. C'est vraiment une plongée au cœur d'un écosystème créatif. Alors commençons par le début. C'est quoi cette école Rembrandt? Un bâtiment? Une institution? Eh bien non, pas vraiment au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Pas de bâtiment officiel, pas de programme fixe. Les gens de l'époque, ils parlaient plutôt d'académie. Ça désignait, oui, un lieu d'apprentissage, mais surtout une influence stylistique, un rayonnement. D'accord. Premier élève connu, Gérard Doux. Rembrandt a tout juste 21 ans, et Doux, lui, 15. Ça montre déjà qu'il était reconnu très jeune. Et ensuite, il part pour Amsterdam en 1630. Ça, c'est une étape clé, j'imagine. Oh oui, un tournant décisif. Il quitte sa ville natale pour la grande métropole. Amsterdam, à l'époque, c'est le centre commercial et artistique des Pays-Bas. Une ville bouillonnante, cosmopolite. Et il s'installe où? Il commence par travailler dans l'atelier d'un marchand d'art très influent, Hendrik Ulenburg. Et là, sa carrière décolle vraiment. Sa façon de peindre, cette fameuse maniera robusta, comme on disait, Maniera robusta, c'est-à-dire... et une touche très vigoureuse, pleine de matière, de texture, très expressive. Ça plaît énormément à l'élite d'Amsterdam dès les années 1630. Et c'est ce style si particulier que beaucoup d'artistes viennent chercher auprès de lui. Et ces artistes, c'était des débutants? Pas seulement, loin de là. Certains étaient déjà formés ailleurs. L'écrivain allemand Joachim von Sandrart, qui visite Amsterdam à ce moment-là, il note même que l'atelier est plein d'élèves de familles riches, parfois nobles. Venir apprendre chez Rembrandt, c'était aussi un marqueur social, quoi. Intéressant. Et il y a un aspect commercial qu'il ne faut pas oublier. Une règle de l'atelier, c'est que les copies des œuvres de Rembrandt, faites par les élèves, eh bien, elles étaient vendues et c'est Rembrandt qui ont poché l'argent. Ah, carrément. Donc l'atelier, c'était aussi une entreprise. Exactement. Une entreprise qui tournait bien, hein. Centre de formation prestigieux d'un côté et machine commerciale de l'autre. C'est important pour comprendre comment son style s'est répandu si vite. D'accord, je vois. Alors, justement, ce style, cette manière Rembrandt, comment elle se manifeste dans les œuvres? On pense par exemple à cette idée du personnage à la fenêtre, qui joue avec l'illusion, le trompe-l'œil. Ah oui, le trompe-l'œil de la fenêtre, c'est une idée géniale que Rembrandt explore brillamment. Sa jeune fille accoudée à une fenêtre de 1645 en est un exemple parfait. L'illusion était telle qu'une anecdote, sans doute un peu embellie, raconte qu'il aurait mis le tableau à une vraie fenêtre Oui, et que des passants auraient cru voir une vraie personne pendant plusieurs jours. Bon, c'est peut-être une légende, mais ça montre bien cette fascination pour la capacité de la peinture à tromper l'œil, à jouer avec le réel. Et ça, les élèves, ils ont repris ce truc de la Finet-Rue. Oh que oui, et très vite. On a un exemple superbe à l'Ermitage, l'autoportrait de Samuel van Oostrauten. C'est passionnant parce qu'on a un dessin préparatoire où elle se montre, disons normalement, en costume de son temps, en train de dessiner. D'accord. Mais dans le tableau final, peint quelques années plus tard, il se met en scène différemment. Il porte un tabard, une sorte de vêtement d'atelier un peu ancien, et surtout un béret de velours. Et le béret, c'était devenu un peu l'accessoire signature de l'artiste à la Rembrandt. Il se construit une image d'artiste dans la lignée du maître, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Il se représente en train de dessiner. On a même identifié ce qu'il dessine, c'est la tour d'une église d'Amsterdam. Donc, il affirme, l'artiste observe, le dessin est la base. Mais c'est aussi une posture, oui, il endosse l'identité de l'artiste tel que Rembrandt l'incarnait. Un autre genre très présent dans l'atelier, ce sont les tronies.
Un mot un peu étrange. Oui, Trony, ça veut juste dire visage ou tête en vieux néerlandais. Mais pour les artistes, ça désignait des études de tête ou de buste, souvent très expressives, avec des costumes un peu bizarres, fantastiques, des accessoires exotiques. Exotique. Oui, Rembrandt et ses élèves adoraient utiliser des tissus orientaux, des turbans, des plumes, tout ce qui arrivait à Amsterdam grâce au commerce. L'idée, ce n'était pas de faire un portrait précis de quelqu'un, c'était plutôt d'explorer une expression, un type humain, un caractère. C'est entre le portrait et la scène de genre, si vous voulez. Et l'Ermitage, un exemple de Govert Flinck, jeune homme au béret à plumes noires. Flinck, c'est une figure clé de l'atelier, non hein? Absolument clé. Il arrive vers 1634, il apprend très vite, il devient assistant, et quand Rembrandt quitte l'atelier d'Uilenburg en 1635, c'est Flinck qui prend un peu le relais là-bas en continuant à peindre dans un style très très proche de Rembrandt. Et ce tableau, ce Trony, Eh bien, il est typique. Une figure expressive, ce costume un peu théâtral avec le béret à plumes. C'est le genre de production qui sortait en nombre de l'atelier. D'ailleurs, petit détail technique, le tableau est peint sur 3 panneaux de bois assemblés, une technique courante pour avoir de plus grands formats, et c'est si bien fait que c'est quasi invisible aujourd'hui. Solive comme du stratifié moderne presque. impressionnant. Un autre élève de cette période, c'est Ferdinand Boll, lui aussi un grand créateur de Trony. Et apparemment, on a souvent confondu ses œuvres avec celles de Rembrandt, hein. Oui, très souvent, surtout au XVIIIe siècle. Ça montre à quel point il maîtrisait la manière du maître. L'Ermitage conserve un vieux philosophe en méditation de Boll qui est très parlant. La pose mélancolique, le vieil homme pensif, le costume un peu étrange, d'inspiration polonaise ici, tout ça, ça nous plonge dans l'univers de Rembrandt. Et ce tableau a eu une vie après sa création assez incroyable, non? Ah oui, une histoire étonnante, hein. Il est devenu hyper célèbre au XVIIIe siècle. On en a même fait des tapisseries, tissées en France, mais aussi ici, à Saint-Pétersbourg, à la Manufacture impériale. Des tapisseries d'après ce tableau? Exactement. Et le plus drôle, c'est qu'elles étaient vendues comme étant Rembrandt, portrait de Christophe Colomb. Christophe Colomb. Oui, pure invention évidemment. Mais ça montre comment une œuvre peut devenir célèbre et comment les légendes se créent en associant le nom de l'élève à celui encore plus connu du maître. C'est fou. Ces exemples montrent bien la proximité de style. Mais concrètement, dans l'atelier, comment on apprenait? Vous parliez des copies. Oui, la copie, c'était la base. Les élèves commençaient par copier le plus fidèlement possible les tableaux de Rembrandt pour comprendre la compo, la touche, la lumière. D'accord. Et ensuite, ils passaient à ce que les Italiens appelaient la copia con invenzione, la copie avec invention. L'exercice était de reprendre une œuvre du maître, mais en y ajoutant sa touche perso. Changer un personnage, modifier un détail du décor, adapter le format. C'était l'étape pour passer de l'imitation pure à une forme d'appropriation. Et cette appropriation, ça pouvait mener les élèves sur des terrains un peu inattendus? Ferdinand de Boll, par exemple, on ne le connaît pas du tout comme peintre de nature morte. Justement, c'est pour ça que la seule nature morte qu'on lui connaisse, celle de l'Ermitage, est si intéressante. C'est très sobre, hein. Quelques oiseaux morts, du gibier sans doute, posés ou suspendus contre un mur tout simple. On est loin des natures mortes fastueuses de l'époque. Mais la réalisation est exceptionnelle, m'a-t-on dit. Ah oui, c'est stupéfiant de précision. Regardez les détails. Il y a un clou dans le mur, son ombre est peinte avec un réalisme incroyable. Un des oiseaux est pendu et son ombre se dessine aussi sur le mur, comme un double fantomatique. C'est virtuose mais discret. Et on sent l'influence de Rembrandt là-dedans. Oui, on sent l'influence. Il existe un tableau de Rembrandt avec un butor mort qui a pu l'inspirer. Mais on sent aussi déjà la patte de Boll, ce traitement très doux, très velouté de la lumière, ce fondu subtil entre l'ombre et la lumière. C'est du Boll, ce n'est plus juste une copie. Bon, on a parlé portrait, Trony, nature morte, mais il y avait un genre qui était considéré comme le top du top à l'époque, la peinture d'histoire. Comment Rembrandt et son école s'y prenaient. Ah, la peinture d'histoire. Pour Rembrandt, c'était le sommet, le genre où le peintre montre vraiment son intelligence, sa capacité à raconter, à émouvoir. Il se voyait d'abord comme ça, comme un peintre d'histoire. Scènes bibliques, mythologiques, historiques. Et il poussait ses élèves dans cette voie? Oui, les plus doués. Il leur donnait même des conseils très concrets sur la composition. Ah oui? Ah oui. Comme quoi, par exemple? Il disait par exemple que pour rendre une scène avec beaucoup de monde plus claire, plus naturelle, il fallait regrouper les personnages, faire des petits groupes de 3, 4, 5 personnes. Ça crée du rythme, ça laisse de l'espace, ça évite l'effet full compact.
Une bonne compo, ça guide l'œil et ça renforce le message. Et on retrouve ça chez les élèves? Très nettement, prenez à l'Ermitage Le sacrifice de Jéroboam à Bethel de Gerbrand van den Eekhout. C'est un autre élève important. L'histoire biblique est assez mouvementée. Le roi idolâtre Jéroboam, le prophète qui l'interrompt, la main du roi qui se paralyse, l'autel qui se brise. C'est chargé. Oui. Eh bien, Van den Eekhout organise tout ça en groupes distincts. On voit bien qu'il applique les conseils de Rembrandt pour que l'action reste lisible. Il y a aussi la Clémence de Scipion de Jean Victors. Là, on est dans l'histoire romaine. Oui, c'est une œuvre de jeunesse de Victor, s'il avait à peine 20 ans. Le sujet est classique. Le général romain Scipion, qui, au lieu de garder la plus belle prisonnière pour lui, la rend à son fiancé. C'est le thème de la vertu du chef, de sa générosité. Et comment il s'y prend? Ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend une structure de composition que Rembrandt avait utilisée pour une autre scène romaine. Il met Scipion sur une estrade, un peu en hauteur, qui s'adresse à la foule en contrebas. C'est un schéma efficace que l'élève réutilise. Ça aussi, ça faisait partie de l'apprentissage. Partager des solutions de composition qui marchent. Il y a même des portraits qui se déguisent en peinture d'histoire. J'ai vu le portrait d'une famille hollandaise inconnue, encore Yolan, de Van den Eekhout. C'est assez étonnant. Ah, le portrait historié. C'est un genre fascinant. Une riche famille hollandaise qui se fait représenter non pas dans son salon, mais comme des héros de la Rome antique. Le père en pseudo-général romain, Coriolan, et sa mère, sa femme, ses enfants qui le supplient de ne pas attaquer Rome. Incroyable! Et pour être sûr qu'on comprenne bien, l'artiste a même ajouté le château Saint-Ange dans le fond pour situer la scène. C'est une façon pour les commanditaires de montrer leur richesse, bien sûr, mais aussi leur culture classique. Donc, l'influence de Rembrandt, elle va vraiment loin. Technique, composition, choix des sujets, même la façon de se mettre en scène. Mais cette école, est-ce que ça se limitait aux élèves passés par l'atelier? Non, le concept est plus large en fait. Il faut aussi penser aux artistes de l'époque qui, même sans avoir été élèves directs, ont été très marqués par son style. Et puis il y a les successeurs, ceux qui ont continué à peindre à la manière de Rembrandt bien après sa mort. L'influence rayonne. D'accord. Et puis, il faut imaginer l'atelier comme un lieu d'échange plus vaste. On sait qu'il y avait des séances de dessin d'après modèles vivants. Et elles n'étaient pas réservées qu'aux futurs peintres. Il y avait des amateurs, des passionnés, mais aussi des professionnels, des cartographes, des ingénieurs qui avaient besoin de savoir dessiner. Et l'Ermitage a des exemples d'artistes influencés mais pas élèves directs, comme Jacob Bakker. Oui, Jacob Bakker, c'est un bon exemple. Il n'a pas été élève de Rembrandt, mais son style est très proche. Son tableau Granida et Daifilo, qui s'inspire d'une pièce de théâtre pastorale très populaire à l'époque, De quoi ça parle? c'est l'histoire d'une princesse perse, Granida, qui se perd pendant la chasse. Elle rencontre un berger, Daphilo, qui lui donne à boire dans un coquillage. Et c'est le coup de foudre. La scène peinte par Bakker a une sensualité, un jeu de lumière. On est clairement dans l'orbite de Rembrandt, même si Bakker a sa propre palette, souvent plus claire, plus lumineuse. On a parlé du dessin, des genres. Un autre truc important que Rembrandt encourageait, c'était l'autoportrait, non? Lui-même en a fait tellement. Ah oui, c'était fondamental pour lui. Se regarder dans le miroir, essayer de saisir une expression, une émotion qui passe. C'était le meilleur moyen d'apprendre à peindre l'humain, dans toute sa complexité. Rembrandt pensait que l'art, ça devait transmettre les passions de l'âme. Et l'autoportrait, c'était le laboratoire parfait pour ça. Donc oui, il poussait ses élèves à s'y exercer. Et il y avait aussi une sorte de compétition, d'émulation dans l'atelier. L'émulation. Oui, l'émulation. L'émulation, la saine compétition. C'était un principe d'enseignement assez courant. Rembrandt lui-même, il se mesurait sans arrêt aux grands maîtres du passé. Les Italiens, les Flamands. Il réinterprétait leurs œuvres. Et il attendait ça de ses élèves aussi. Qu'ils apprennent de lui, bien sûr, mais aussi qu'ils essaient de le challenger, de faire aussi bien, voire mieux. Son autoportrait de 1640 en est un bon exemple, non? Tout à fait. Celui qui est à Londres aujourd'hui. Il se représente accoudé à un parapet, très sûr de lui. C'est une pose qu'il emprunte directement à des portraits de la Renaissance italienne, de Titien, de Raphaël. En gros, il dit « je joue dans la même cour ». D'accord. Et ce qui est fou, c'est que cette pose, elle a eu un succès énorme. Presque tous ses élèves, après ça, ont fait des autoportraits dans une pose similaire. C'était leur façon de se mesurer, non plus seulement aux Italiens, mais à leur propre maître. Pour conclure, il y a une œuvre tardive à l'Ermitage qui boucle un peu la boucle de cette histoire d'influence d'hommage. C'est l'autoportrait présumé avec la gravure au sang florin d'Arène de Gelder.
Oui, une œuvre magnifique et un peu mystérieuse, peinte vers 1700. Arène de Gelder, c'est l'un des derniers élèves de Rembrandt. Il lui est resté fidèle stylistiquement, même quand la mode avait changé. Le tableau montre un homme très élégant, cheveux longs, qui pose sa main sur une gravure très célèbre de Rembrandt, la pièce au sang florin. Et on ne sait pas qui c'est. De Gelder lui-même, c'est la question. Est-ce que c'est de Gelder ou est-ce que c'est le portrait d'un ami collectionneur, Jacob Maertens, qui était un grand fan des gravures de Rembrandt? Le débat existe. Mais dans les deux cas, le message est fort, j'imagine. Exactement. Que ce soit l'artiste ou le collectionneur, c'est un hommage très fort au maître disparu. La main posée sur la gravure de Rembrandt, c'est comme un sceau, une reconnaissance de dette artistique, mais aussi une affirmation. L'art de Rembrandt perdure, transmis par cet élève tardif. C'est une sorte de passage de flambeau, oui. Eh bien, ce parcours à travers l'école Rembrandt, grâce aux œuvres de l'Ermitage, nous montre vraiment que c'était un phénomène complexe. Pas juste un maître avec des disciples qui copient, non. C'était un mélange d'enseignement, d'influence profonde, de stratégie commerciale et d'émulation artistique. Et l'impact de Rembrandt, il a dépassé son époque et son pays, hein. Son influence s'est étendue bien au-delà, jusqu'en Russie d'ailleurs. Tout à fait. Et ça pose une question peut-être pour nous aujourd'hui. On vit à une époque où l'on valorise énormément l'originalité individuelle, parfois à l'extrême. Alors cette idée d'une école si marquée par l'influence, voire l'imitation créative d'un seul maître, ça peut nous paraître un peu étrange, non? Oui, c'est vrai. Quelle place on laisse aujourd'hui à cette tension entre apprendre d'un modèle, se confronter à lui et puis trouver sa propre voie? L'histoire de Rembrandt et son école, elle nous invite peut-être à réfléchir à cette dynamique essentielle de la création. Comment apprend-on? Comment transmet-on? Comment devient-on soi-même en art? C'est une question qui reste ouverte.